Bienvenue dans Update, l'une des émissions de Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Update, c'est 4 interviews courtes en un épisode, un medley d'infos déco, un peu comme les premières pages d'un magazine, pour ne retenir que l'essentiel. Un focus sur une marque, un événement, une personnalité, une collection à ne pas rater, un concept innovant. À vous de voir si vous picorez vos news préférées ou si vous écoutez tout en entier. Le Mexique, ses couleurs et son artisanat inspirent le monde de la déco depuis plusieurs mois. Une nouvelle preuve avec Mañana, maison d'édition fondée par Camila et Laura, devant moi ce matin, qui propose des collections issues notamment des savoir-faire traditionnels du Mexique. Bonjour, mesdames. Bonjour, hola. Ah oui, c'est hola. C'est hola. Hola. Buenos días. Alors, racontez-nous, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment est née cette aventure ? Pourquoi défendre les savoir-faire mexicains ? Deux questions en une. Comment est née cette aventure ? Laura et moi, on se connaît déjà depuis plusieurs années. On a eu l'occasion de travailler ensemble pendant presque 4 ans chez un pure player e-commerce, et c'est là que l'on s'est connus. On a eu des atomes crochus parce que Laura est argentine et moi je suis mexicaine d'adoption. Mon mari est mexicain et c'est un pays que je connais bien. On est toutes les deux hispanophones et voilà, du fait de notre travail au quotidien, de l'Amérique latine, on a commencé à sympathiser et à devenir amis. Amis, on mangeait tous les midis ensemble et on papotait de plusieurs sujets et très vite, le Mexique, l'Amérique latine et la décoration est venue sur la table. Alors, comment est venue l'idée de se dire, tiens, on va créer des produits issus du savoir-faire mexicain ? On a une approche un petit peu double, une très terre à terre, business, et une parce qu'on adore ce pays et c'est un pays d'amour qu'on a envie de faire découvrir. Business parce que dans notre vie professionnelle, moi je suis acheteuse et développeur de marques, donc j'ai acheté de la décoration, du vêtement, Maison et Objets, c'est un salon que je connais en long et en travers depuis plus d'une dizaine d'années. Et en discutant avec Laura, on s'est dit qu'il y avait une appétence de la clientèle pour des produits artisanaux, pour le voyage, et que le Mexique était complètement sous-représenté, alors qu'il y avait une nouvelle vague, une envie de ce type de nouveautés, de ce type de produits. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut amener, nous, sur ce créneau-là ? Aussi, il y a eu un moment aussi dans notre vie professionnelle qui était comme les étoiles, elles se sont toutes alignées. Nous, on était prêtes, professionnellement, personnellement, et on avait cette idée très claire de faire venir des objets avec une histoire. Nous, on voyait très bien comment les présenter. On connaît par nos métiers comment les vendre et comment parler au public français, parce que nous-mêmes, on est françaises mélangées. Donc, quand on a vu ça, on s'est dit, il faut qu'on se lance. Il y a plein de signaux qui nous disent, allez-y les filles. Et c'est important aussi, c'est écouter. Et écouter, parfois, c'est tripes. Et c'est comme ça qu'on est partis toutes les deux au Mexique. Bien avant, on avait bien travaillé la recherche de nos des artisanats et des artisans mexicains. Et c'est là qu'on est partis. On a sourcé les produits, on les a choisis. On est tous les deux très complémentaires, mais il y a un truc magique qu'on s'est mis assez rapidement d'accord de ce qu'on veut montrer en France et comment on veut les montrer en France. Et ça s'est fait tout doucement. Et après, on a eu des étoiles qui nous ont permis d'ouvrir des portes que nous, on n'imaginait pas. Et ça a été notre première collaboration avec les Palais Galliera, était en train d'organiser la très jolie exposition de Frida Kahlo et ses affaires personnelles de la Casa Azul. Et c'est là où on s'est dit, bon, allez, il faut plus hésiter, on y va. Et ça a été notre premier client et c'était notre première vitrine très prestigieuse et très belle pour nous. Et alors, qu'est-ce que vous proposez ? D'où viennent les produits en fait ?
Alors, on travaille essentiellement sur le secteur de la décoration. On propose des objets d'art de la table, des objets de décoration, du textile, et on travaille plusieurs savoir-faire, plusieurs techniques qui proviennent de différentes régions du Mexique. Aujourd'hui, on travaille avec 6 régions, la région de Oaxaca, Jalisco, le Chiapas, Ciudad de México et Puebla. Chacune a des savoir-faire particuliers, que ce soit sur la céramique, sur le tissage. Par exemple, le verre soufflé vient de Jalisco, c'est une tradition très ancienne. La talavera qu'on va présenter, pour notre nouveauté printemps-été vient de la région de Puebla. Chaque produit, chaque objet que l'on a voulu montrer, on voulait aussi qu'il puisse raconter une histoire. On a vu que les visiteurs du Palais Galliera ou les visiteurs des différents pop-up que l'on organise s'arrêtent tout d'abord sur ces objets parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils appellent, ils ont quelque chose de différent. On a voulu aussi avoir une offre très différenciante, notamment après 10 années de Scandi, beige, etc. On a voulu aussi montrer quelque chose qui n'était pas du déjà vu. Donc on a été accrochés par ces produits-là, d'une part parce qu'ils sont jolis, et on voit que nos clients et les visiteurs des différents événements que l'on organise le sont aussi. Et on voulait également avoir des objets avec une histoire, ce qu'a mentionné Laura tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque objet vient d'une région, représente un savoir-faire, une communauté, une technique, très souvent centenaire, et on a des objets en fait que l'on peut raconter avec des histoires à tiroir, c'est-à-dire que la personne peut s'arrêter et l'acheter parce qu'elle le trouve beau et qu'elle et va... pratique, parce que c'est des objets d'usage quotidien. Et elle va l'avoir, elle le voit bien sur sa cheminée dans un appartement haussmannien, où elle va être touchée par l'histoire que l'on va raconter. Qui l'a fait, combien de temps une housse de coussin qu'on va proposer de la région de Chiapas met à être confectionnée. On est sur 120 heures de travail, par exemple, entre le tissage de la toile et la broderie, qui est toute faite à la main. Et on a des gens qui nous écoutent parler de l'histoire du produit pendant 10 minutes, un quart d'heure, qui interagissent avec nous. Et en fait, c'est la beauté des différents interlocuteurs avec lesquels on parle, c'est qu'ils sont souvent à l'écoute de ce que l'on propose. Et c'est aussi cette valeur ajoutée qu'on avait envie d'amener, de créer une histoire autour de l'objet. C'est pas un objet d'une grande marque qu'on achète juste parce qu'elle est pratique et pas chère. On a envie de l'avoir parce qu'on amène un petit bout de Mexique, un petit bout d'histoire, un petit bout de quelque chose, un petit bout de terre dans son quotidien. Et c'est surtout le pari qu'on a fait en ramenant ces objets d'usage quotidien, beaux et avec une histoire, c'est que la personne, elle s'attache à cet objet, qu'il a envie de la garder, qu'il a envie de la transmettre à l'intérieur de sa famille ou faire un cadeau aux amis. Et qu'on est tous autour d'une table ou assis dans un joli canapé avec des jolis coussins, ça peut aussi entamer une discussion, une découverte du Mexique d'une autre manière. C'est aussi pourquoi des noms des marques. Mañana, ça veut dire le matin, et aussi le lendemain. Donc pour nous, c'est une histoire qui commence avec une nouvelle lumière, une nouvelle vision de la décoration, de comment on peut aussi créer des ponts entre différentes cultures, différents moments historiques aussi, parce que c'est des produits qui ont été créés par des peuples autochtones comme les Mayas. Donc il y a toute cette histoire qu'on veut aussi dire, c'est très actuel, c'est très moderne et peut avoir une place chez vous. C'est comme si on avait rapporté quelque chose de voyage, en fait. Absolument, mais en se sortant de ces clichés d'un souvenir que je ne veux plus utiliser. Parce que parfois, ça nous arrive. Quand on est dans un pays un peu tranché, on est fasciné par les contextes et on s'est dit, je vais prendre ça. Et finalement, après, je ne l'utilise plus, on reste caché. Là, l'idée, c'est que c'est des objets que nous, on a été chercher parce qu'on sait qu'ils vont plaire et qu'ils peuvent se marier très facilement à notre culture française. Et qu'en plus, comme il y a cette histoire que peut-être quand on achète un souvenir, on ne la voit pas ou personne ne l'a raconté, là, en sachant comment a été fait, par qui, où, la personne, elle va être fière de la montrer.
Et un point très important pour nous, c'était aussi la qualité des objets qu'on ramène. Et ça, c'est un point qui est intransigeant pour Camille et pour moi. C'est de l'artisanat, c'est fait main, mais c'est fait très bien, avec passion, avec du temps et avec conviction. Alors, comment vous travaillez avec les artisans au Mexique ? Comment créer, par exemple, il y a une nouvelle collection, j'en sais rien, d'art de la table. Comment naît cette collection et comment vous travaillez ? Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Oui, bien sûr. À ce que disait Laura et pour clore en fait cette partie objet et démarche, on n'a pas voulu aussi, on a voulu sortir de l'aspect folklorique du Mexique. On ne veut pas présenter un Mexique guacamole, sombrero, moustache comme on le voit souvent, parce que le Mexique il a beaucoup plus à offrir et on le voit aujourd'hui aussi avec la déferlante de designers, etc. Et autres artistes qui piquent la curiosité des Français et des Européens de manière générale. Et il y a quelque chose d'autre, de plus moderne, de plus contemporain. On a une scène artistique et de designers qui est foisonnante au Mexique. On travaille, nous, on a pris le pas de travailler avec des artisans, de travailler avec des techniques anciennes, mais de manière très moderne, très contemporaine. On ne veut pas faire de misérabilisme, on ne veut pas montrer on veut montrer un Mexique riche, plein de possibilités, d'où le nom Mañana, demain, nouveau jour, et pas rester ancré sur une vision un petit peu tiers mondialiste du pays. Oui, non mais c'est intéressant. Et donc ma question, j'en reviens, comment vous travaillez avec les artisans, parce qu'on est en France, vous êtes en France ? Alors, comme Laura l'a indiqué, on est parti au Mexique. Alors, d'une part, c'était déjà un pays que l'on connaissait. Moi, j'y vais 1 mois par an, tous les ans. Donc, c'est un pays que on connaît de long en large, du nord au sud et d'est en ouest. Pour notre projet, Laura et moi, on est partis pendant un long moment au Mexique pour sourcer des artisans et des intermédiaires pour qu'ils nous aident justement à être présents lorsqu'on n'est pas là, parce qu'il faut bien entendu contrôler la qualité, contrôler la production, contrôler le temps de production, et ça, si on est en France, on ne peut pas le faire. Donc tout d'abord, on a fait un grand benchmark du marché local. On a vu quels étaient les produits qui nous intéressaient, les techniques, quels étaient les artisans les maîtres artisans et les artisans qui étaient en capacité de confectionner les produits et les objets que l'on avait envie de montrer ici, quelles étaient les marques qui travaillaient avec ces artisans. Et lorsqu'on est arrivé au Mexique, on a fait le tour de l'ensemble des personnes qu'on avait pinpointées. Donc on avait, je pense, 5 ou 6 rendez-vous par jour à différents endroits, soit de Mexico ou dans d'autres régions. Donc on y est resté très très longtemps, et après, je pense, 80 à 85 rendez-vous. On est revenu en France, on a fait le point, on a vu qui tenait la route aussi sur notre projet, qui était en capacité de délivrer ce dont on avait besoin. Et on a eu la chance, toujours avec cette histoire d'étoiles alignées, de trouver aussi des formidables relais au Mexique qui nous ont aidés à monter notre projet. On travaille en direct avec des artisans et avec des intermédiaires qui ont des contacts avec des artisans, des contacts privilégiés, et on a pu petit à petit monter nos collections, sélectionner les objets, beaucoup d'allers-retours, on travaille beaucoup de céramique, donc beaucoup de casses, beaucoup d'essais. Mais on y est arrivé, on a accouché au bout de 6 mois, et assez rapidement d'ailleurs du projet et des objets. Mais à nouveau aussi, quelque chose de feeling. Ça a été, finalement, on a décidé de travailler avec des artisans ou des intermédiaires qui comprenaient notre démarche, qui s'étaient d'accord, que savaient qu'ils pouvaient nous faire confiance, et que nous, on pouvait les faire confiance, parce qu'il y avait un jeu de distance et peut-être pas tout le temps être là. Donc ça, c'était pour nous clé de se regarder dans les yeux et se dire, OK, voici, on tente parce que votre projet nous plaît, la manière de les présenter, la manière de comment vous voyez les développements de votre marque et de l'artisanat mexicain en France ou en Europe. Et l'idée, c'est, comme Camille a dit toujours, les présenter comme on comprend l'artisanat d'art
en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, les amener vers ça. Et donc, eux, ils nous donnent, c'est une manière de dire, ils nous prêtent et nous font le plaisir de faire connaître leurs produits et les produire dans les conditions que nous, on souhaite. Et nous, en contrepartie, on a ce savoir-faire de comment communiquer en Europe, en France. On travaille ensemble, on les a aidés à certains à pouvoir importer et exporter. C'était la première fois, donc on a fait ces démarches administratives ensemble. Donc il y a encore une fois ce dialogue entre leur savoir-faire et les nôtres. Vous parlez même d'artisanat d'art, c'est quelque chose qui est fort au Mexique ou c'est vous qui avez été chercher spécifiquement? Alors, c'est fort. C'est fort parce qu'il est là, mais peut-être il n'est pas encore compris et il n'est pas encore aussi peut-être défendu par des institutions, par les gouvernements. Ça commence doucement parce que dans cette nouvelle vague d'architectes ou d'artistes, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait ces études à l'extérieur et ils reviennent au Mexique. Donc, ils ont vu qu'il y a toute cette démarche des connaissances et des légitimité des choses faites main et faites bien. Mais ce n'est pas encore ça. Il faut encore beaucoup expliquer, beaucoup apprendre aussi à valorer leurs produits. Donc, c'est une démarche que pour nous, elle fait partie de notre projet. Il y a une certaine forme de dualité au Mexique, en fait, quant à l'artisanat d'art. Et on l'appelle souvent aussi arte popular, l'art populaire. Il y a une espèce de forme de construction encore aujourd'hui de qu'est-ce que sera demain, en fait, le futur de cet artisanat-là. Il faut aussi savoir que les premiers clients d'artisanat mexicains, ce sont les étrangers. Souvent les touristes et beaucoup les Américains. Et ça donne une certaine vision, un certain twist aussi au développement de ce marché. Le client américain, il a un pouvoir d'achat confortable. Le client européen et surtout français, il n'a pas la même démarche lorsqu'il va voir ou découvrir un artisanat. Donc on est sur deux mindsets complètement différents. Néanmoins, au Mexique, il y a toute une construction aussi de cet artisanat nouveau. Le gouvernement, via différents organismes et même des organismes privés comme le Citibanamex, enfin c'est une banque qui a une fondation, il préserve ce patrimoine-là et nomme des grands maîtres artisans. Donc il y a une vraie démarche de trouver la personne qui sait maîtriser l'art du barro negro, la personne qui sait maîtriser l'art du barro vidriado, qui sait faire de magnifiques ananas ou des magnifiques chandeliers, avec un détail et une précision de dingue. Et donc il y a quand même cette volonté pas de le formaliser, mais en tout cas de le valoriser. Et c'est dans cette démarche-là que nous, on a envie de s'inscrire, d'autant plus qu'on est abreuvé de ça en France, de par nos métiers, de par notre passion aussi, puisque notre vie personnelle, elle nous amène à ça. En France, on a des entreprises du patrimoine vivant, on a des métiers d'art, c'est quelque chose que l'on défend. Et c'est aussi avec cet esprit-là qu'on est allé au Mexique. C'est un long travail, on prétend absolument pas révolutionner la société mexicaine parce que c'est quelque chose qui n'est pas possible. Mais modestement, on essaye de planter les petites graines aussi avec des artisans, avec des intermédiaires pour que cette vision, elle switch aussi un petit peu. Et c'est aussi pour ça, comme Laura le soulignait, qu'on a au final, après tous les rendez-vous que l'on a eus au Mexique, on a travaillé aussi avec les gens qui sont un peu câblés comme nous, finalement, qui ont entendu le message et avec lesquels on a vu qu'on pouvait faire un bout de chemin ensemble et qu'on pouvait développer quelque chose, que ce soit en termes de produits, que ce soit en termes de logistique ou de mindset de wholesale, parce qu'il y a toujours on a une jolie image, on a une belle présentation, on a un super premier client, Galliera. Mais derrière tout ça, on est un business. Et il faut gérer la logistique, il faut gérer les taux de change, il faut gérer la production, il faut gérer la comptabilité. C'est aussi tout ce pan-là. Et beaucoup de choses, on doit les faire à distance avec le Mexique. Donc c'était aussi un pari et un challenge de trouver les bonnes personnes là-bas
qu'on a pu accompagner, mais qui étaient aussi prêtes à faire un pas dans notre direction, à nous suivre dans quelque chose qu'ils comprenaient peut-être pas forcément, mais ils sont contents du résultat aujourd'hui, d'avoir vu leurs objets au Palais Galliera ou à Paris tout simplement. Et c'est un super retour parce qu'eux, ils sont très contents. Ouais, tu nous parles de différents pop-up. Où est-ce qu'on trouve vos produits là? Quelqu'un qui est intéressé, où est-ce qu'il peut aller voir et les acheter? On est 100% digital, donc on est disponible sur nos sites internet. Et aussi, comme on connaît, on sait que on a envie de toucher, on a envie de voir. Avec Camille, on essaye d'être présente physiquement dans différents pop-up. Donc, en général, on va essayer d'avoir un pop-up par mois qu'on communique sur notre Instagram, une newsletter. Et dans les prochains mois, on organise des petites pop-up. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup. C'est hyper intéressant. On a envie d'aller voir. Bon, moi, j'ai déjà été voir, mais j'invite tout le monde à aller voir. Super. Au revoir Camilla, au revoir Laura. Merci. À pronto. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Meillard est une plateforme dédiée au savoir-faire d'exception. Des meubles et objets uniques d'artisans, de designers ou de manufactures du monde entier minutieusement sélectionnés. Fondée par un frère et une sœur, c'est Marie Dorfschmidt qui va nous en parler. Bonjour Marie. Bonjour Hortense, merci de me recevoir. Avec plaisir, je suis très contente parce qu'on entend parler de Meillard. J'ai envie de dire Meillard, mais on ne dit pas Meillard, on dit Meillard. Meillard. Ouais, exactement. Je suis pas toute seule à dire Meillard, Non, rassurez-moi. beaucoup de monde dit Meillard. Je pense que c'est peut-être le dire à l'anglaise, mais c'est meilleur art, donc voilà, Meillard. Alors, on entend parler de vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus l'histoire? C'est une histoire de famille, je disais avant tout, avec votre frère. Comment vous avez eu l'idée de créer Meillard? Alors, moi, j'ai évolué dans le monde de la déco depuis mes 16-17 ans. En fait, j'avais travaillé dans un magasin retail à Bruxelles, parce que mes parents habitent en Belgique. Et donc, j'avais vraiment fait mes premiers pas à ce moment-là, en parallèle de mes études. Je faisais des études de commerce, donc plutôt classiques. Mais le monde de la décoration d'intérieur m'a toujours parlé, parce que j'ai une mère qui a du goût et qui nous a toujours élevés avec cette idée de bien s'entourer de chez soi, ou en tout cas de créer des maisons qui nous font sentir bien. Et donc, c'est toujours un milieu qui m'a intéressée. Et dans ce magasin, vraiment ce que j'ai rencontré, c'est le savoir-faire. Et donc, j'ai rencontré à la fois des clients. On avait des produits donc on achetait à des foires, etc. Parce que c'est un modèle retail, donc c'est acheter et revendre. Et on rencontrait sur les foires des artisans d'art, des designers, des manufactures. Et à la fois, on avait les produits en magasin, donc on parlait à des clients qui, eux, avaient toujours plus de questions sur d'où venaient les produits, comment ils étaient faits, quelle était l'histoire autour, etc. Et en fait, c'était vraiment faire ce lien entre à la fois le créateur et la personne finale m'intéressait énormément. Et il s'avère que quand on est arrivé à Paris avec Alfred en 2020, on est rentré à Paris parce qu'on est français, mais on a habité longtemps à l'étranger. Et à ce moment-là, lui quittait son boulot. Et en fait, je lui en parlais énormément. Je lui disais qu'il y avait quelque chose à faire pour ce lien entre les artisans et les clients, qu'il n'y avait pas forcément de connexion facile entre les deux. Et donc, en attendant, j'avais travaillé chez Sotheby's à Londres et j'avais travaillé chez Celency. Donc voilà, je m'étais un peu formée davantage, notamment dans l'histoire de l'art et puis sur plein d'autres thématiques. Et Alfred a vraiment mordu à l'hameçon quand je l'ai amené dans un atelier. On a été à Thiers voir Alain Saint-Joannis, qui est un coutelier d'exception en France. Donc Thiers, évidemment, étant la région connue pour les couteaux. Et là, il a compris, en fait, dans l'atelier, il s'est dit, en fait, c'est ça le luxe. Finalement, c'est de pouvoir suivre la production d'un produit, de comprendre. Et il disait, en sortant, j'avais envie d'acheter un set de 6 couverts, alors que pas forcément s'il n'avait pas compris l'histoire avant. Et donc voilà, c'est comme ça vraiment qu'est née cette volonté de raconter les histoires des ateliers pour connecter ces ateliers davantage à des clients qui sont à la recherche en fait de vrai, de beau, et ça en Europe mais aussi à l'international.
Vous trouvez que les artisans d'art, l'artisanat d'art ou toutes les manufactures dont vous parlez, que vous sélectionnez sur le site, ne sont pas forcément appréciées ou visibles à leur juste valeur ? Oui, en fait, elles ont toutes la possibilité de l'être, mais elles n'ont pas forcément... C'est pas forcément leur nature. Et d'ailleurs, il ne faut peut-être même pas que ce le soit. Parce que, je reprends cet exemple d'Alain Saint-Joigny, il fait des foires. Donc évidemment, on peut le retrouver à Maison et Objets, on peut même retrouver Alain Saint-Joigny en ligne. Mais par contre, ils ont peut-être moins cette habitude de se mettre en avant, tout simplement parce que les artisans d'art sont des personnes souvent très humbles. Et donc, c'est un travail qui passe depuis des générations dans une même famille. Mais peut-être qu'ils sont presque humblement inconscients du talent qu'ils ont. Et donc, nous, quand je rentre dans un atelier, c'est mes yeux qui pétille. Enfin, c'est merveilleux tout ce qui s'y passe. Et donc, c'était cette idée de peut-être donner un coup de pouce, de les aider à mieux ou à se rendre visibles, mais peut-être mieux et en ligne. Parce que tous n'étaient pas forcément très présents en ligne. Oui, d'ailleurs, est-ce que c'est pas justement le genre d'objet qu'on a envie de voir en vrai, si ce sont des objets d'exception ? Ouais, alors l'idée c'est... Avec Meillard, c'est vraiment une plateforme qui va permettre d'avoir énormément de contenu. Donc en fait, à travers les vidéos et les photos qu'on va apporter à nos clients, on va les emmener dans des intérieurs, on va les emmener dans des univers, parce que à la fois, on peut avoir envie de les voir en vrai, mais il y a un côté aussi dans un atelier qui peut être assez brut, alors quand on va assembler, un client va pouvoir se projeter davantage chez lui, dans son intérieur à lui. Et donc, il a besoin peut-être des deux. Mais il faut savoir qu'évidemment, sur des produits d'exception, on travaille avec des échantillons, on travaille avec... on a quand même énormément de contenu pour un client qui veut en savoir un peu plus. Ouais, il peut choisir son bois, sa typologie de bronze. On peut lui envoyer tous les échantillons qu'il veut. Alors, il y a de l'art de la table, du linge de table, des luminaires, du mobilier et beaucoup d'objets déco. Comment vous sélectionnez ces artisans, ces manufactures ? Quels sont vos critères ou je dirais même vos exigences ? Tout part du savoir-faire. Donc, l'idée, c'est de se dire, le savoir-faire, c'est large quand on parle du savoir-faire, mais c'est de se dire que un jour, on nous avait posé la question, qu'est-ce qui n'est pas un artisan ? Pour nous, ce qui n'est pas un artisan d'art, ou en tout cas de la manière dont Meillard le comprend, c'est quand l'usage de la main n'est plus indispensable. Donc en fait, chaque personnalité, chaque créateur sur Meillard a besoin de la main, de l'humain, pour créer, pour permettre à un objet de prendre vie. Et ça, on a à la fois des manufactures d'exception telles que la manufacture de Gien, par exemple, qui est quand même internationalement connue, et on va aller aussi trouver des pépites. Donc, on va faire la rencontre. Donc ça, c'est presque relationnel. On va faire la rencontre de personnalités complètement hors du commun qui vont nous inviter dans leur atelier. On va aller voir leur savoir-faire. Et en fait, là, ça coule souvent de source. C'est souvent une histoire on est transporté avec eux dans leur histoire. Et en fait, pour nous, c'est une pépite à qui on veut donner aussi de la visibilité en ligne sur Meillard. Alors, quand on parle artisanat, on se dit peut-être artisanat français, mais on est d'accord que vous êtes ouvert à tout l'international. Oui, on n'a pas voulu s'arrêter à la France. On travaille avec des artisans français, européens, et on a 2 artisans en dehors de l'Europe pour l'instant. Mais l'idée, évidemment, c'est d'aller les voir. Donc, ça demande plus de temps. C'est plus compliqué aujourd'hui, mais c'est le but à terme. C'est que si un client veut trouver un porcelainier d'exception japonais, il pourrait le trouver sur Meillard. Et ça, c'est à terme. Mais aujourd'hui, voilà, l'Europe nous facilitait la tâche. Et vous avez combien d'artisans à peu près pour qu'on se rende compte, ou de manufactures ? On a 250 partenaires aujourd'hui, donc un peu plus de 40 000 produits. Ouais. Alors, en fait, vous voulez rendre l'artisanat de luxe accessible, si j'ai bien compris, mais sur le principe, on est d'accord que rendre accessible et l'artisanat de luxe ne sont pas forcément 2 notions qui cohabitent très bien. C'est une bonne question. Je pense que rendre accessible, c'est le fait de l'avoir en ligne. Et on a pas mal de clients qui sont à la recherche de produits d'exception. Et ces clients peuvent être divers. Ça peut être un jeune couple qui s'installe dans son premier appart et qui a envie d'avoir une pièce waouh chez lui et qui a économisé pour pouvoir le faire. Et donc, il va aller sur Meillard et trouver une pièce décorative d'exception, par exemple. Mais ça peut aussi être évidemment un client qui a plus de moyens ou qui est plus féru dans le domaine et qui va rénover ses intérieurs, etc., avec beaucoup plus de pièces. Mais l'idée de le rendre accessible, je pense que c'est aussi dans cette idée de transmission. C'est de se dire que, au-delà du côté commercial, il y a aussi cette idée de se dire que rendre accessible le beau, c'est permettre à
tout le monde de venir sur Meillard et de voyager à travers les pages de nos artisans, voyager à travers le savoir-faire, à travers les vidéos, les photos, etc. Ça permet vraiment à tout un chacun de venir et consommer le beau. Voilà. Il y a toute une notion de temps long aussi dont vous parlez. Un temps long, le temps de recevoir la commande, qui est fabriqué. Vous fabriquez à la commande, c'est ça par exemple ? Ça dépend des catégories de produits. Parce qu'évidemment, des assiettes, on peut en avoir un peu en stock, mais du mobilier, le luminaire, va être majoritairement fabriqué à la commande. Ouais. Et il y a sur cette notion de temps long, il y a tout un aspect autour de la durabilité aussi, de garder les objets et cette idée de transmission dont vous nous parliez juste avant. Exactement, il y a cette idée non seulement de consommer moins mais mieux, dans un premier temps aussi, de pas surproduire, et puis aussi cette idée de se dire que quand on achète une pièce sur Meillard, c'est une pièce qui va durer dans le temps et qui va passer les générations, donc qui va se transmettre de génération en génération. Et pourquoi elle va plus chez vous se transmettre de génération en génération ? Je pense que c'est pas forcément chez nous, mais je pense que c'est parce que quand on achète une pièce sur laquelle on passe du temps, parce que le temps long, c'est aussi que le client lui-même passe du temps à choisir sa pièce, c'est une pièce qui a un supplément d'âme. Et quand une pièce a un supplément d'âme, on s'en débarrasse moins facilement, je pense, et puis surtout, on a envie de la transmettre, on a envie de perpétuer son histoire. Est-ce que vous avez des objets préférés sur le site, des coups de cœur particuliers ? Alors, on a lancé récemment une collaboration avec Victoria Maria Geher, donc qui est une archi d'intérieur basée à Bruxelles, une collection d'art de la table, donc nappes, sets de table, verres et assiettes. J'avoue que j'aime beaucoup cette collection parce que pour le coup, ce supplément d'âme, c'est nous qui l'avons insufflé. Enfin, c'est Victoria Maria avec les artisans et Meillard qui l'ont insufflé. Donc, je trouve que c'est très personnel comme collection. Mais après, on a des artisans on a des créateurs qui sont merveilleux sur le site. Donc, j'ai pas une pièce phare, mais je pense que je peux parler de plusieurs artisans qui font des choses extraordinaires comme Kostia, par exemple, qui est un ébéniste basé à Paris d'ailleurs, qui est à Bastille, qui fait notamment un meuble bar un peu à la James Bond. On appuie sur un bouton et le meuble s'ouvre. C'est assez rigolo. Mais on a aussi, Alain Saint-Joannis dont je parlais, coutelier à Thiers. On a Gaëlle Pinel qui travaille dans l'atelier de son père, qui est une ferronnerie d'art basée en Normandie. Et elle a travaillé chez Tom Dixon pendant des années. Elle est revenue donc de Londres en Normandie, et elle a voulu insuffler un souffle nouveau dans l'atelier de son père, et donc elle travaille sur des meubles plutôt design contemporain, alors que son père travaillait plutôt dans la rénovation de châteaux anciens ou de bâtisses d'exception, pour créer du mobilier avec les artisans chez son père. Donc voilà, c'est toutes des histoires qui sont toujours aussi plus canons les unes que les autres. Vous disiez, vous faites beaucoup de collabs, ça consiste en quoi en fait une collab ? Une collaboration chez Meillard, c'est l'idée de mettre en relation des personnalités. Ça peut être du monde de la déco, ça peut être du monde ça peut être un chef, ça peut être du monde de la mode, avec nos artisans, designers et manufactures. Donc c'est de se dire, c'est d'apporter un souffle nouveau, vraiment cette page blanche créative, on va dire, qui permettrait aux ateliers de pouvoir travailler sur quelque chose de neuf, et à la fois à des personnalités qui ont le souhait de développer des collections mais qui ne savent pas forcément où aller, quel atelier trouver, etc. Voilà, de mettre en relation ces personnalités ensemble. Et puis ces collections sont vendues exclusivement sur Meillard pendant un certain temps. Donc voilà, donc ça permet aussi à Meillard de gagner en notoriété, on va dire, oui. et puis de faire vraiment travailler nos ateliers sur des créations nouvelles. On parle beaucoup d'une sélection de bon goût. C'est quoi le bon goût pour vous ? Ça, c'est une bonne question. Je pense que le bon goût est personnel à chacun. Je ne pense pas qu'il y ait une notion de bon goût. Pour autant, moi, j'ai évolué dans ce monde où on m'a appris à savourer les belles choses. Alors pour moi, personnellement, donc très personnellement, le bon goût, c'est ce qui a été travaillé avec un supplément d'âme. Donc où il y a un petit quelque chose en plus qui est où on voit que la personne qui a soit décoré son intérieur, soit fabriqué une pièce, a donné un peu de soi dans la réalisation. Et je trouve qu'à partir de ce moment-là, on peut parler de bon goût. La marque est née, on dit une marque, le site, une plateforme ?
On dit la marque Meillard. La marque. Ouais. La marque est née il y a 3-4 ans. Vous êtes un peu un bébé Covid ou pas du tout? On a beaucoup réfléchi pendant le Covid, ça c'est clair. On s'est lancé avec Alfred en septembre 2020. Donc on était à la deuxième vague. Donc c'est vrai que on a profité des quelques ouvertures pour aller voir les ateliers. On partait une semaine par-ci, une semaine par-là, à travers la France, l'Europe. C'était vraiment une expérience assez folle. Donc un bébé Covid, oui. En même temps, ça faisait longtemps que le projet mûrissait, je pense quand même. Enfin, dans ma tête. Et puis Alfred, je l'avais. On est frères et sœurs, donc on en parlait quand même souvent. Et puis l'équipe nous a rejoints en septembre 2022. Donc voilà, ça c'est plutôt assez récent. Et du coup, vous voyez où dans 10 ans? Dans 10 ans, je pense qu'il y a l'idée de l'international nous parle beaucoup avec Alfred parce qu'on pense que il y a un attrait pour le savoir-faire européen, notamment aux États-Unis, en Asie. Donc pourquoi pas ouvrir l'international? Ou aux États-Unis, on ne sait pas encore, mais en tout cas voilà, c'est sûr qu'il y aura des projets à l'international. Et après devenir la référence quand il s'agit de trouver une pièce d'exception, ça c'est vraiment notre vision aussi à long terme. Ouais. C'est comment de travailler avec son frère? Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de filtre, pour le coup. On se connaît assez bien et donc ça, c'est vraiment hyper agréable. On parle de tout. Après, c'est intéressant aussi de passer d'une relation de frère et sœur à une relation de collègues. Donc évidemment, ça a été un apprentissage, mais je pense que on est plutôt contents tous les deux du résultat. On arrive à pas trop saouler les parents au déjeuner de famille avec Meillard. On essaye en tout cas. Bon, merci beaucoup Marie, c'était très intéressant de connaître un peu plus cet envers du décor. Merci. Merci à toi. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Aujourd'hui, c'est le printemps et c'est le lancement de Demain Jardin, une nouvelle marque de design durable pour le jardin. Jean-Sébastien Blanc, cofondateur du Studio 5.5 et DA de Demain Jardin, est en face de moi pour en parler. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Alors, comment est née l'idée de lancer une marque de mobilier de jardin ? Alors, c'est un long processus, hein, ça fait plus d'un an qu'on réfléchit à tout ça. C'est né forcément après tout ce qu'on a vécu. Je parle de ces épisodes autour du Covid notamment et tous les questionnements qui sont liés à tout ça. Comment on doit pratiquer notre métier aujourd'hui de designer? Quelle responsabilité on a face à tout ça? De créer en permanence des objets, de mettre sur le marché des produits dont on a plus ou moins besoin, en tout cas se questionner sur notre rôle à jouer dans la société. Et avec l'envie, en tout cas, de répondre à toutes ces consciences qui s'éveillent plus que jamais autour de l'environnement et d'essayer d'apporter des solutions pour consommer mieux, donc ce qui sous-entend concevoir mieux et produire mieux. Voilà. Donc c'est né de tout ça avec à un moment donné un passage par quasi ras-le-bol de ce métier de designer en se sentant un peu coupable de finalement je crée des modes, je donne envie de consommer, on épuise les ressources naturelles et finalement avec cette phrase qui résonnait fort en moi en tout cas qui était on peut pas trouver la solution si on fait pas partie du problème. Et c'est vrai que ça fait, nous, plus de 20 ans au Studio 5.5, en tout cas, on se questionne sur notre responsabilité de designer à travers des projets souvent un peu manifestes et assez emblématiques, mais qui restent à l'état un peu d'embryon, de choses qui soulèvent des problèmes et qui apportent pas vraiment des solutions à grande échelle. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps, clairement, on a tous pris conscience, ce boulot, il est fait je pense qu'on a tous conscience que l'acte d'achat est un acte politique, on se doit de s'interroger plus sur ce qu'on achète, de se questionner sur d'où ça vient, comment c'est produit, est-ce que j'en ai vraiment besoin, tout un tas de questions. Et du coup, d'essayer d'apporter des solutions. Voilà, donc ça a été un peu à un moment donné, je sais pas comment le dire, mais il faut faire autrement. Enfin, il y a eu une envie de se dire, il faut faire autrement. Et aussi, c'est vrai que nous, en tant que designer, on est souvent prestataire de services. On est au service des gens, des entreprises avec qui on collabore, des éditeurs, des marques, des industriels. Et finalement, en tant que designer, on n'a pas tout le temps, c'est pas le dernier mot, mais on est un peu les garants du style, du beau.
On nous utilise comme ça et on est rarement en amont des décisions stratégiques. Et il y avait aussi cette envie un peu de jouer un rôle différent, de passer un peu de l'autre côté et de se dire, et moi, si j'avais une marque, comment je ferais plutôt? Je passe mon temps à expliquer aux gens comment il faut faire, ce qu'ils devraient faire et pourquoi nous, on se remonterait pas les manches et on essaierait finalement de proposer ce qui nous semble meilleur. Et donc, comment tu as œuvré pour ça? Alors, on a commencé à se questionner sur finalement quelle est la bonne voie à prendre, les grands chemins, parce qu'il y a plein de façons de concevoir plus responsable. Alors, celle qu'on entend le plus souvent, c'est recyclable. Donc, en gros, c'est comme si finalement, c'est recyclable, c'est bon, on peut jeter, on est tranquille, il y a pas de souci. Alors qu'en fait, il faut juste prendre conscience que recycler un produit, c'est énergivore. Donc, dire bon, on va faire des matériaux recyclés. C'était pas la bonne voie. Il y a l'économie circulaire, se dire bon, on va faire du réemploi, on peut travailler avec des matériaux qui ont déjà une vie, essayer de faire de l'upcycling. On est reconnu en France comme les pionniers de l'upcycling. Mais j'ai toujours l'impression qu'en fait, on fait les pompiers quand on fait ça, c'est-à-dire qu'on essaye de soigner la planète en faisant en continuant de concevoir avec ce qui nous entoure, ce qui est considéré comme des déchets pour certains. Alors, c'est une vraie orientation, mais finalement, la bonne option en laquelle moi, je crois aujourd'hui pas mal, c'est la durabilité, en fait. C'est dans un monde où tout devient jetable, c'est finalement refaire une promesse aux consommateurs de meubles qui durent. Parce que je pense qu'augmenter l'espérance de vie d'un objet, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. On est passé d'un marché qui était un marché d'équipement dans le meuble à un marché de renouvellement. C'est-à-dire qu'avant, je m'équipais, on se léguait les meubles de génération en génération et aujourd'hui, on consomme des meubles en fait. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en tant que designer de concevoir un meuble qui va pouvoir s'inscrire dans la durée? Alors, et là, on a commencé à poser des valeurs et qui sont devenues des engagements pour la marque. Donc, ils sont au nombre de 8. On peut peut-être les lister. Ouais. Donc, déjà, c'est la question de l'utilité. Elle paraît comme ça anodine parce que quand on est designer, forcément, on fait des objets fonctionnels. Mais ce que ça veut dire, c'est que nous, on va pas faire de la déco. Enfin, clairement, ça veut dire qu'on fera pas des vases qui servent à rien et qui ramassent la poussière. Je pense qu'on garde des objets s'ils nous rendent service au quotidien. Ça, c'est déjà vachement important. Et après, se pose la question de l'intemporalité de ces meubles et notamment du design qui peut typer un objet, qui peut le placer dans son époque si on suit les tendances. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a rejeté, c'est-à-dire essayer d'avoir un design le plus intemporel possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des formes simples. Ça veut dire pas de parti pris esthétique trop fort qui risquerait de typer et de créer ce sentiment de désuétude ou de démoder l'objet. Donc plutôt essayer d'aller à l'essence de la fonction. Alors il y a une petite approche fonctionnaliste, mais qui peut être un peu insipide, mais ça c'est pour nous ça a été important parce que souvent on associe le designer comme le garant du beau et c'est celui qui sait ce qui est beau, mais en fait c'est ce qui va démoder l'objet. Donc ça a été un des deuxièmes engagements qu'on a pris sur la marque. Après, c'est posé aussi. Il y avait un grand sujet qui était finalement la casse. En gros, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on peut se séparer d'un objet ou mettre fin à la vie d'un objet. Il y a ce côté il me plaît plus, je l'aime plus dont on vient de parler, mais il y a aussi merde, il y a un accident, j'ai déménagé, j'ai cassé un pied, j'ai un copain qui a un peu trop fait la fête et qui s'est emballé sur la table et donc on a décidé de réfléchir tous les objets de la collection en architecture dissociée des produits. Donc c'est un peu technique comme terme, mais pour moi c'est quelque chose qui devrait devenir un standard. C'est-à-dire, je prends l'exemple inverse qui est l'architecture monobloc. Si je prends une chaise de jardin en plastique, qu'on connaît tous, vous balancez, vous cassez un pied, vous êtes obligé de jeter toute la chaise. Déjà, elle n'est pas réparable, mais vous jetez les 3 autres pieds, l'assise, le dossier, les accoudoirs en même temps. Et en fait, l'architecture dissociée des produits, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte que chaque élément qui constitue l'objet soit pensé indépendamment. C'est-à-dire, je casse un dossier, je peux remplacer le dossier. Je casse un pied, je peux remplacer un pied. Ce qui fait que on génère moins de déchets et on a cette capacité à pouvoir réparer le meuble. Donc ça veut dire que on a décidé que toutes les pièces détachées de chacun de nos meubles seraient en vente en permanence sur stock sur notre site internet. Ça c'est un deuxième point hyper fort et ça a eu la conséquence
de créer un nouvel engagement qui est que du coup les objets sont livrés à plat et donc on fait pas voyager de l'air. C'est-à-dire qu'on fait les boîtes et les packaging le plus compact possible pour optimiser le transport et pas utiliser trop d'énergie fossile lors de l'envoi de votre produit. Donc ça, c'est également un point. Les produits seront en vente sur notre site internet. C'est un choix stratégique de ne pas passer par des revendeurs externes parce que ça nous permet de maintenir des prix justes, sans marge inutile, j'ai envie de dire. Nous, on s'engage sur une fabrication française à 85%, parce qu'aujourd'hui, en fait, pour avoir ce label-là, il suffit d'avoir 50% de valeur ajoutée sur le produit. Donc, clairement, en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens communiquent sur le Made in France, en toute transparence, mais font fabriquer des sous-ensembles à l'étranger, et juste le fait d'assembler permet de... Voilà. Donc, nous, on s'engage sur 85%. Les 15% qui restent, ça nous permet justement, quand on a des doutes ou qu'on ne sait pas sur l'origine de la matière première, notamment sur l'aluminium, d'avoir cette marge de manœuvre avec un objectif de tendre à 100%. Et donc, forcément, avoir des produits de super qualité, c'est-à-dire aller chercher toujours les meilleurs matériaux, des belles épaisseurs pour que l'objet puisse tenir dans la durée, avoir une fabrication française, tout ça a un coût. Alors, ça aurait pas été bien de vendre pas cher, en fait. Je pense qu'il faut juste réapprendre aux gens le plaisir que c'est d'acheter un meuble de qualité, en fait, et qui va pouvoir s'inscrire dans la durée. Alors, je dis pas ça parce qu'on est hors de prix, parce qu'on arrive à tenir des prix qui sont des produits, on va dire, moyens, complètement compétitifs par rapport à nos concurrents dans le secteur. Parce que c'est une marque aussi qui est sans intermédiaire, c'est-à-dire qui sera direct producteur. Et je pense que ça, c'est aussi des vraies dynamiques qui sont importantes, c'est-à-dire on évite les intermédiaires et c'est ce qui nous permet de tenir des prix justes et de tenir des prix qui soient accessibles. Parce que même si la marque elle a une promesse de durabilité, on l'a voulu aussi populaire. Et pas forcément élitiste, c'est-à-dire on aimerait qu'elle s'adresse au plus grand monde et que ce discours touche le plus grand monde et parce que c'est, je pense, un sujet qui doit fédérer en fait. Et notre cible en fait, même quand on s'est posé la question, mais c'est qui les gens qu'on a envie de toucher? Moi, à chaque fois, je répondais, mais c'est tout le monde en fait, parce que c'est un sujet qui doit parler à tout le monde, des jeunes générations aux personnes plus âgées. Et en fait, on se met pas d'accord sur un design où c'est ça fait jeune ou ça fait vieux, ça c'est ringard. On se met d'accord sur ces meubles-là. Ils sont vertueux, en fait. Ils sont juste dans une nouvelle dynamique de durabilité. Et ça, je vois pas pourquoi on pourrait pas être d'accord avec ça. Donc, c'est une marque populaire dans ce sens-là. Le dernier point, ces objets, ils ont une matérialité. Donc, on est quand même allé chercher des ressources, des matériaux. On n'est pas allé chercher des matériaux qui avaient déjà eu une vie. J'en ai parlé. Mais par contre, on a choisi des matériaux dont la filière de recyclage était existante, à savoir l'aluminium, le verre et le liège. Donc on est soit sur des matériaux qui sont, on va dire, durables et recyclables, mais ils ne sont pas recyclés. Et le verre, par exemple, il est trempé, c'est-à-dire qu'il a une deuxième cuisson qui permet de ne pas se casser, et le liège est biosourcé. Donc ça, c'est un peu... Aujourd'hui, la collection, qu'on va peut-être détailler après, mais s'articule autour de ces trois matériaux, qui sont des matériaux assez classiques en fait et qui supportent les changements climatiques qui sont assez rudes de l'extérieur. Parce que c'est vrai que créer une marque de mobilier de jardin durable dans un environnement qui devient de plus en plus hostile, où les changements climatiques sont de plus en plus forts, c'est presque un challenge. Mais c'est ça qui est intéressant. C'était cette idée de se dire, en gros, si on aime la nature et si on veut continuer de pouvoir vivre l'extérieur, il faut protéger notre environnement. Et d'ailleurs, le claim de la marque, c'est l'extérieur pour longtemps. Mais alors concrètement, on n'a pas encore décrit la collection? Alors la collection, elle s'articule autour de 3 objets. Il y a un canapé qui existe en 3 places, 2 places et 1 place. Et il s'appelle Orage. Et la particularité, c'est qu'il s'auto-protège. C'est-à-dire que quand il y a une averse qui arrive, on peut déhousser assez simplement toutes les surfaces de confort, le dossier et le matelas d'assises, pour les ranger à l'intérieur du meuble, parce que la structure est un coffre. Donc ça permet de reprofiter de son mobilier dès que le soleil revient.
Le deuxième objet, c'est une petite table, un ensemble de tables gigogne qui s'appelle Nuage, qui est assez léger. Enfin, une table qui est assez légère. Donc, il y a une grande table, une moyenne table et une petite table. Elles s'autoprotègent en se mettant les unes sur les autres. Et elles ont juste un plateau de verre et elles existent en 4 couleurs. Toute la collection existe en 4 couleurs. Un jaune soleil, un sable, un vert qu'on a appelé mousse, qui est plus camouflage, et un terracotta, mais qui est un vigne, en fait. On l'appelle vigne. Et le dernier objet, qui est un objet aussi emblématique de la collection, c'est une relecture de la célèbre lampe tempête, une lampe que les navigateurs utilisaient sur leurs bateaux. Donc, il y a une lampe à huile, donc qui n'utilise aucune énergie. Donc, c'est s'éclairer à la flamme. Tout ça est né aussi dans une volonté de se détacher au maximum de l'électricité, de ne pas avoir à recharger sa lampe et de profiter des longues soirées d'été à la lueur de la flamme. Et alors, pour faire tout ça, vous êtes associé avec un industriel français. Il faut quand même qu'on en parle. Oui, alors effectivement, quand on est designer, on conçoit des objets, on les dessine, on est capable de faire des plans, mais à un moment donné, il faut les produire, surtout quand on veut toucher le plus grand monde. Et on avait collaboré en fait avec Nicolas Sommereau de la marque Ego Paris sur une collection de mobilier jardin. Et Nicolas était dans les mêmes questionnements de comment on peut produire différemment. Je pense que beaucoup de gens se questionnent sur comment bifurquer ou comment faire son métier différemment. Il avait ces envies-là aussi. Et quand on est arrivé avec cette collection et cette envie, il nous a dit, on y va. Enfin, associons-nous, créons une marque. Il y a une nouvelle histoire à écrire ensemble et ça s'est passé comme ça. Vous êtes parisien. On se dit pas tout de suite que c'est le premier thème qui va venir à un parisien que de créer du mobilier de jardin. Mais si. Alors, je suis parisien d'adoption parce que j'ai grandi dans le sud, en fait. Et donc, j'ai toujours évolué dans des jardins, dans la nature, et j'ai toujours aimé profiter des grands espaces. Et donc, je pense que c'est des choses qui résonnent en moi. Et même aujourd'hui, je vis à Paris, mais je me suis créé aussi un petit havre de paix proche de la nature. C'est important pour se sentir bien. Je pense qu'on a besoin de ça. Enfin, plus que jamais, on s'en est rendu compte, surtout pour des Parisiens, d'être enfermés dans un environnement urbain. On a besoin d'aller se reconnecter à la nature, de se ressourcer et de faire des choses simples. Donc oui, c'est une façon de se rapprocher de la nature que de faire du mauvais jardin. J'aurais peut-être aimé concevoir des jardins, j'aurais peut-être aimé être encore plus proche des végétaux, mais j'ai fait une école de design, je sais concevoir des objets. C'est une dynamique de penser le monde autrement, en fait. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que la collection se structure autour de meubles, mais on s'interdit rien. En fait, le deuxième sujet qu'on va traiter très rapidement, c'est le repas. Donc la question aussi de l'agriculture et de comment la nature est une forme de ressources aussi. Et c'est vrai que typiquement, on commence à se questionner sur... on fera plus des potagers que des genres pour des plantes d'ornement. Enfin, on va être sur ces questions-là. Essayer d'être un acteur d'une vie plus proche de la nature dans une logique un peu de déconnexion. C'est ce que va essayer de proposer cette marque. Eh bien, bravo pour ce lancement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Eki Busquet est une designer engagée. Installée à Marseille, elle veut faire rayonner les savoir-faire locaux et concilier design et éthique. Un ADN fort, une personnalité créative, une interview passionnante. Enfin, j'espère. Bonjour Eki. Bonjour Hortense. Eki, c'est joli comme prénom, c'est de quelle origine ? Merci, je vois déjà qu'on a affaire à une femme de bon goût. Ça vient du Pays Basque, je suis originaire et native de la côte atlantique. Je suis née à Bayonne, plus précisément. Ah, ok. On va commencer par les débuts parce que je crois que maintenant tu es designer, mais tu as eu un parcours assez riche avant de devenir designer. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça ? Oui, en fait, moi j'ai fait l'école Boulle, donc qui est bien connue pour tout ce qui est la création industrielle, mais aussi et surtout les métiers d'art. Moi j'étais dans la partie création-conception.
Et j'ai fait aussi un petit peu de com visuel. Moi, je suis partie à l'étranger à Milan sur une année d'Erasmus qui a été magnifique et déterminante et qui m'a donné le goût de l'entreprise et de tous les enjeux d'image de marque. Donc là-dessus, moi, quand j'ai été diplômée de l'école Boulle, j'ai plutôt filé sur des profils de grands groupes, groupe L'Oréal, puis ensuite la maison Dior, qui m'a absorbée assez vite. Et ça a été 7 années de salariat pour moi en tant que designer, qui ont été des années déterminantes, où j'ai appris en fait à dessiner, mais plutôt sur des enjeux de créativité contraintes par le business. Donc j'ai une créativité qui est très formatée par le plaisir d'être au service de quelque chose. Et c'était des milieux qui, moi, me passionnaient, parce que c'est des milieux dits dominants. Et j'étais très curieuse de comprendre les rouages de succès de ces maisons, en ayant la petite idée derrière la tête un jour de les mettre au service de projets peut-être plus à 360 sur des enjeux peut-être plus vertueux ou plus sociétaux, on va dire. Et alors, comment t'as basculé ? Pourquoi te lancer en étant designer ? J'ai basculé, en fait, je me suis fait un petit programme. J'ai démarré ma vie professionnelle, j'avais 24-25 ans, et je me suis dit, à l'aube de ta trentaine, j'espère que tu auras acquis suffisamment de compétences transversales, au-delà de celles qui m'avaient été transmises à l'école, à savoir mener une créativité, répondre à un cahier des charges, le dessin, enfin tout ce qui sont les atouts du designer. Et je voulais me structurer sur la compréhension d'un marché, les enjeux plus business, savoir parler aussi à des profils qui ont rien à voir avec la création. Et vers 30 ans, j'étais mûre. La maison Dior en particulier m'a fait très confiance et m'a énormément stimulée. Et j'ai pris la décision de les quitter pour monter mon propre studio de design global. Et ils t'ont fait travailler, tu veux dire ? Après, tu veux dire quand j'étais... Oui, encore aujourd'hui. Je dessine pour eux, mais en indépendant, du coup. Et c'est un plaisir parce que la réalité, c'est que moi, j'ai aimé dessiner pour eux. J'aime toujours le faire, mais j'avais une terrible gourmandise de dessiner aussi pour d'autres terrains créatifs et d'autres terrains de jeu créatifs. Ouais. Alors, c'est quoi ton terrain de jeu, par exemple ? Alors, aujourd'hui, moi, j'ai un studio qui, du coup, est un peu particulier. J'ai un studio sur un modèle que certains appellent le on-off. J'ai du design très traditionnel où, par exemple, je dessine beaucoup des boutiques pour des marques. Je viens de livrer, par exemple, un énorme centre thermal pour La Roche-Posay, donc qui est une marque très grand public, pas forcément luxe, mais qui a des enjeux qui, moi, me passionnent autour de questions de lutte contre le cancer, de prise en compte de pathologies, etc. Donc ça, moi, j'adore. Et à côté, je peux dessiner pour des toutes petites marques anonymes, des collections de maisons avec de la valorisation de faits main français, d'artisanat d'exception, d'hyper local, de circuits courts, ou des choses très très denses humainement, comme par exemple faire travailler des collaborateurs en situation de handicap. Oui, on va revenir là-dessus. Toi, ta signature, l'une de tes signatures, comme tu disais, c'est mettre un peu plus d'éthique dans le design. Ça passe par quoi ? Ça veut dire quoi ? Oui, éthique, c'est un bon point de départ. Moi, j'aime bien parce qu'il commence à être galvaudé. On est beaucoup à brasser l'éthique, sans être parfois très précis, ou c'est flou, en fait, l'éthique. Moi, j'aime bien tourner plus autour de l'idée de conscience. Donc ça va être des projets où à un moment donné, des entreprises, d'ailleurs souvent font un choix entre quelque chose peut-être plus de l'ordre de l'humain ou écologique. On ne peut pas répondre à tout. Mais c'est des projets où vous avez des curseurs qui sont poussés sur ces enjeux-là. Et ça peut être par exemple la prise en compte de la pénibilité d'une pièce. Quand on dessine en tant que designer, on se pose plein de questions et assez rarement celle de mais qui va fabriquer ? Combien de gestes je vais lui faire pour aboutir à ma pièce. Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant ? Est-ce que pédagogiquement, c'est quelque chose qui développe quelqu'un ? Ou est-ce que c'est une posture d'exécutant ? Et est-ce qu'on est clair avec ça ? En tout cas, est-ce qu'on s'est posé ces questions-là ? Donc c'est ce volet-là que moi, j'interroge beaucoup dans la deuxième partie un peu bicéphale de mon studio. Et la première partie, c'est quoi ? Et la première partie, ça va être un modèle beaucoup plus classique en fait de cahier des charges de créatif, où là, c'est avant tout des enjeux d'identité de marque, tout ce qu'on appelle le brand image. Donc c'est de la cohérence par la création d'une projection de marque. Souvent, on m'appelle pour visualiser une marque à 1 an, 2 ans, voire 5 ans.
Et l'idée, c'est d'être garant de cette cohérence. C'est aussi de dessiner des langages formels qui vont tenir dans le temps et qui vont servir suffisamment longtemps l'ADN de marque. Et là-dessus, moi, je peux intervenir sur beaucoup d'entrées, donc du mobilier, mais aussi de la pub. On m'interroge aussi sur des enjeux digitaux depuis l'avènement de ces milieux-là. C'est vraiment plutôt une stratégie globale de marque sur laquelle moi je suis embarquée et avec lesquelles moi j'interviens et j'ai plaisir à dessiner. Et je choisis de plus en plus, même dans mon modèle dit conventionnel de studio, des marques qui ont aussi, même si elles sont grosses, même si elles sont très implémentées et très identifiées du grand public, avec des enjeux de rentabilité forts, qui commencent à avoir quand même aussi un parti pris sur des enjeux collectifs plus forts. Oui, un impact social ou environnemental. Mais alors, comment on arrive à faire du beau, du local, du durable, de l'abordable? Il y a beaucoup de monde qui a envie de faire ça. C'est un vrai challenge? Alors moi, déjà, je n'y arrive pas. Pour répondre à cette question, je suis incapable de répondre à ce challenge-là aujourd'hui. En l'état actuel de la société, je parle plutôt de la société française, qui est la nôtre, des lignes de production qui existent aujourd'hui, des cycles aussi de recyclage qui existent, parce que c'est un grand enjeu. Donc moi, aujourd'hui, clairement, si quelqu'un sait faire ça, mais je veux qu'il me contacte. J'adorerais savoir. Je suis beaucoup plus sur des process plus nuancés. Je tends vers ça, mais j'ai bien compris que je ne le vivrai pas et que j'espère être au service d'une méthodologie ou d'une génération qui va advenir, mais dont je n'en verrai pas le jour. Parce que je pense que c'est des mutations de société qui sont hyper denses. On sait que le temps de la vie d'une idée, c'est environ un cycle de 30 ans. Si on regarde le bio, ou la bio, comme certains aiment plutôt la qualifier, moi, je me souviens quand j'étais enfant et que mes parents abordaient ces questions-là avec mes grands-parents, ils se faisaient, pardonne-moi l'expression, mais bouffonner. Ils se faisaient traiter je me souviens, ma mère se faisait traiter de mangeuse d'herbes et de graines. Et aujourd'hui, voilà, Carrefour, Leclerc a des lignes de bio, on n'en parle plus. C'est acquis, c'est digéré. Ce sont des idées qui sont passées de la marge à la norme. Il a fallu 30 ans. Et ces idées, je vois pas pourquoi il leur en faudrait 25 de moins. C'est la même chose. Donc je pense qu'on est au tout début. Ceux qui le souhaitent peuvent se mettre au service de ces idées, mais moi j'ai pas du tout la prétention de voir advenir dans leur totalité ces projets-là. Par contre, je suis convaincue qu'il faut que des acteurs se saisissent de ces questions et fassent un trait d'union. Et ça passe par la nuance. Donc, dessiner pour des grands groupes dits capitalistes / modèles dominants et à côté des toutes petites entreprises familiales qui produisent qu'en France, dans un périmètre de 30 km autour de vous, pour moi, c'est hyper cohérent parce que c'est se faire rencontrer deux mondes qui aujourd'hui se parlent très peu. Et je crois aussi que c'est un basculement qui aura lieu qu'avec tous les acteurs et je crois très très peu à la force de la division. Donc pour moi, c'est une bataille qu'il faut qu'on livre ensemble et peut-être qu'on fera les comptes et les bilans dans un temps d'eux, mais d'abord, il faut livrer bataille. Ouais, toi, le Made in France, l'artisanat, c'est vraiment plus facile, c'est au cœur de tes travaux? C'est au cœur dans la mesure du possible et typiquement c'est une très bonne question. Les grands groupes, il faut quand même un pouvoir d'achat impressionnant pour faire du Made in France. Ça coûte extrêmement cher aujourd'hui de tout relocaliser. Et un groupe comme L'Oréal peut se l'autoriser. Donc La Roche-Posay a joué le jeu de me suivre et a tout fait faire en France. Ça leur a coûté un bras, je vous le dis. Voilà, tout le monde ne peut pas se l'autoriser. Et c'est là où la nuance est importante. Faire du Made in Pologne, c'est pas si dégueu quand on sait que ça fait partie de l'Union européenne et qu'il y a peut-être plus à questionner de pourquoi aujourd'hui il n'y a pas une harmonisation de la valeur du travail et des salaires dans l'Union européenne, plus que se dire c'est pas fait en France, donc c'est pas clean. Non, en fait déjà faire en Pologne versus l'Indonésie, c'est déjà un premier pas. Il est pas parfait, mais on est en route. Tu t'intéresses beaucoup aux matériaux de demain aussi? Oui, alors ça c'est une super question aussi parce que moi comme tout le monde, j'ai que des super questions, ça me fait plaisir. J'avais pas le moral ce matin et là j'ai que des super questions, ça me fait... Non mais c'est une très bonne question parce que moi c'est une question sur laquelle j'ai fait machine arrière. J'ai démarré par, comme tout le monde, interroger les grilles de matériaux.
en me disant c'est formidable. Et en fait, je me suis rendu compte en discutant avec des experts et en lisant pas mal d'études, notamment dans des services achats de grands groupes qui questionnent aussi ces questions-là et qui m'ont fait un petit peu de transmission de savoir-faire, que les biomatériaux sont magnifiques, mais aux 3/4 de leur cycle de vie, puisqu'en fait, sur la dernière étape, tout capote la plupart du temps, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable en tout cas en France, et c'est pour ça que je parlais de l'enjeu aussi des filières de recyclage et de l'état, en fait, des infrastructures. Pour mener de telles idées, il va falloir aussi qu'il y ait une politique générale qui se mette en route. On ne sait pas les traiter. Donc la plupart du temps, ça finit en enfouissement. Et un plastique qui est issu d'algues séchées qui ont été pressées, va subir une transformation moléculaire qui, malgré tout, pose problème sur une phase d'enfouissement. Et ça peut prendre quand même 100 ans. Donc évidemment, c'est pas dégoûtant, mais attention à ne peut-être pas jeter trop vite, par exemple, certains plastiques, ou du bois, ou du métal, que par exemple en France, on maîtrise, parce qu'on sait très très bien les recycler. Donc c'est des vraies questions qu'il faut se poser à 360 et il faut regarder tous les curseurs, parce que vous pouvez être bien moins nocif à travailler du PET, qu'on sait recycler à 100% en France depuis 100 ans, que à travailler une algue que vous allez finir par enfouir, et on l'enfouit où et comment, et voilà. Il y a une histoire de surplus aussi, tu travailles des petites quantités, tu essayes de faire attention à ça ? Oui, complètement. Et ça, je dirais que c'est le défi le plus gros que j'ai avec mes clients du modèle dit conventionnel. Parce que c'est là où on comprend aussi qu'il ne va pas juste s'agir de prendre des matériaux propres, mais il va falloir aussi réinventer les langages du luxe de demain, ou du luxe vert. Et moi, j'ai eu des grandes maisons de luxe qui m'ont interrogée en me disant « Génial, on veut une designer qui nous fasse passer sur des matériaux propres », mais ils n'étaient absolument pas prêts à rogner sur les codes du luxe à l'ancienne, c'est-à-dire des grosses épaisseurs. Parce qu'on a besoin que les choses pour qu'elles soient luxueuses, qu'elles soient lourdes, quand on les soupèse, elles pèsent. C'est comme ça, les codes du luxe aujourd'hui, c'est pas du fin, c'est pas léger, c'est pas quelque chose d'évidé, par exemple. Et ça a été très difficile de leur faire admettre que c'était pas juste parce qu'ils switchaient en tout carton qu'ils étaient clean. En fait, il faut aussi réduire les volumes, les masses, les épaisseurs, et ça change toute la face d'un meuble, et c'est tout un langage esthétique qui a repensé. Ouais. Tu l'as abordé tout à l'heure et je voulais vraiment absolument qu'on revienne dessus. Tu as toute une collection qui s'appelle les estampillés. Donc, vas-y, je te laisse nous présenter. Les estampillés, moi, c'est une collection que j'affectionne beaucoup. C'est ma première. C'est une collection que je confie encore aujourd'hui qu'à des ESAT, donc des ateliers dits protégés, qui accueillent que des collaborateurs en situation de handicap mental et ou moteur. C'est des gens qui sont capables d'une activité pro, mais qui ne peuvent pas exercer dans le milieu dit ordinaire, donc notre monde. Donc en fait, c'est des gens qui peuvent faire plein de choses, mais si vous ne réadaptez pas votre façon de dessiner, votre façon de vous adresser à eux et votre façon de les briefer, il va rien se passer. Et si vous prenez en compte leurs spécificités techniques et humaines, il peut tout se passer. Donc c'est une collection qui fait la part belle à ce possible-là. Chez moi, ça reste une collection capsule. Je vends pas à 90% les estampillés, mais c'est un modèle qui moi m'a interrogée à un moment donné parce que déjà créativement c'est hyper fort. Ça m'a fait sortir d'habitude et de facilité de créatif. Ils m'ont beaucoup mis au défi. Et dans cette veine-là, d'ailleurs, je m'apprête à lancer une deuxième collection qui interrogera des enjeux très très proches de ce type-là parce que j'y crois beaucoup. Et je pense que typiquement, quand on parle de mondes qui doivent un peu plus s'imbriquer, c'est un bon exemple. Et il y a quelque chose en particulier qui fait que tu es si sensible à cette cause ? Je pense que j'ai un milieu social qui fait que c'est des questions qui se sont posées chez moi assez tôt, la frugalité, se débrouiller, puis en fait aussi s'interroger sur une certaine partie de la population. Donc ça, oui. Et puis après, il se trouve aussi que le hasard a fait que quand je me suis diplômée à l'école Boulle, c'était l'année des subprimes, la crise des subprimes. Et c'était déjà un monde qui était censé basculer, un nouveau qui devait naître. Je me souviens très bien de ça et ça m'avait beaucoup percuté. Et moi, ça m'a fait opérer un basculement à l'époque et j'ai dédié toutes mes études à plutôt des théoriciens et des penseurs de design qui se sont beaucoup interrogés sur ces enjeux-là, mais il y a 60 ans déjà, et qui depuis m'habitent et ont énormément coloré ma pratique créative. Ouais,
Justement, cette créativité qui a l'air assez forte, et même là, en un quart d'heure, tout de suite, on voit que tu as une ouverture d'esprit qui est immense. D'où ça te vient et comment tu le travailles, en fait? Je viens d'un milieu familial qui était vraiment pas du tout câblé là-dessus. Donc, je pense qu'il y avait une certaine liberté d'action, du coup. Et par contre, j'ai eu une chance, dans le parcours, c'est qu'à un moment donné, mes parents, pour des enjeux pro, on vivait à l'étranger, ont eu besoin de me rescolariser en France et allaient rater la rentrée. Et ils m'ont confié du coup à un couple d'artistes peintres le temps de faire cette année scolaire pour pas trop me décaler. Et j'ai vécu pendant 1 an dans une famille qui était pas la mienne, c'était des amis proches, mais c'était pas la mienne, c'était pas ma culture et c'était que des artistes. Et ça a été une année d'émerveillement. Donc à ce qu'on appelle plutôt les arts plastiques. Moi aujourd'hui je fais les arts appliqués, donc c'est une autre façon de créer. Mais ils m'ont transmis le goût pour la création. Je les ai vus passer des heures comme ça à des joutes verbales créatives et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait du jeu dans ça, il y avait beaucoup de divertissement, d'amusement. Et moi, j'ai cherché derrière à trouver une création plus contrainte parce que c'est ce qui correspondait à ma personnalité. Mais ils m'ont vraiment mis le pied à l'étrier et c'est eux qui m'ont sensibilisée à ça. Et à partir de là, je n'ai plus que regardé dans ce sens. Et quand j'ai rencontré d'ailleurs l'école Boulle sur mon parcours, c'était évident que cette espèce de corrélation entre métier d'art et conception me parlait énormément. Et j'ai vu que c'était des métiers qui permettaient en plus de faire du 360 sur plein d'autres questions, dont des enjeux de société qui, moi, me passionnent. Et je disais en intro, tu es installée à Marseille. C'est un thème qui revient aussi beaucoup dans ton travail. C'est une ville vraiment qui t'inspire profondément? Alors moi, je suis installée à Marseille parce que je trouve que la force de Marseille, c'est d'être au carrefour de tout et surtout d'un ailleurs. Donc j'ai un rapport à Marseille qui est très peu ancré dans le territoire, mais plutôt dans ce que moi j'aime appeler le Grand Sud. Moi, j'aime Marseille parce qu'en fait, je trouve que j'ai l'impression je me raconte que je suis au Maroc, puis le lendemain, je me dis, non, en fait, c'est la Grèce. Et enfin, je me dis, non, mais c'est peut-être l'Italie ici. Voilà, moi, ce que j'aime à Marseille, c'est rien n'est défini, tout est flou, tout est nuancé. Et par contre, il y a de la beauté à chaque coin de rue. Donc, je me revendique très peu de Marseille, mais beaucoup du Grand Sud. Eh ben, merci beaucoup pour cette plongée dans ton univers, Eki. Merci beaucoup. Merci, Hortense. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.